Il y a trop de connaissances scientifiques, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas, et on ne peut pas non plus faire comme si on ne savait pas que c'est à cause de nous. Hein. Parce qu'on pourrait aussi se dire « Ah bah oui, mais ça se dégrade, c'est comme ça, c'est normal. » Bah non, c'est pas normal. Ce sont nos activités, nos actions, nos actes qui agissent sur l'environnement. Bonjour Monsieur Lecacheux, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être là aujourd'hui. Vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure et vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques à Paris. Vous êtes également titulaire d'une maîtrise d'économie de l'Université Paris 1 ainsi que d'un doctorat européen d'économie de l'Institut universitaire européen. Depuis de nombreuses années maintenant, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Vous enseignez également à Sciences Po, à Stanford University et à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste de macroéconomie, plus particulièrement d'économie européenne, de fiscalité et depuis quelque temps maintenant d'économie écologique. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un paru en 2012 avec la collaboration d'un de vos anciens élèves, Éloi Laurent, intitulé Économie de l'environnement et économie écologique. Livre qui est tout à fait en accord avec le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais donc vous laisser prendre la parole pour la vie. J'avais déjà fait, pas devant vous, mais devant vos prédécesseurs. C'était en 2016, petite conférence comme ça, et donc d'essayer de vous parler un peu d'économie écologique et d'appliquer ça à une question qui évidemment est une question que tout le monde a en tête, qui est la question du climat, du changement climatique. On en parle beaucoup, hein. Vous avez vu un nouveau rapport du GIEC, groupe international expert sur le climat. Hier, je lisais encore un article sur les possibilités qui s'offrent encore à nous, quand je dis nous, c'est l'humanité, d'inverser la tendance et de faire en sorte que si on prend les bonnes décisions maintenant, on puisse encore limiter l'augmentation de la température moyenne à la surface du globe à moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Vous savez que c'est l'objectif des accords de Paris, il y a maintenant 7 ans, hein, presque. Les pays, de tous les pays du monde, ou presque tous les pays du monde, s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour permettre justement de maintenir ce réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à la moyenne de la température dite pré-industrielle, c'est-à-dire avant la révolution industrielle. On avait dit ça à Paris aussi, si possible, moins de 1,5 degré. Alors on sait déjà que 1,5 degré, on n'y arrivera pas. Parce que si on avait voulu vraiment sérieusement rester en dessous de 1,5 degré, il aurait fallu, dès les accords de Paris, commencer à prendre des mesures très sérieuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et on ne l'a pas fait. Ce que dit l'étude que j'ai lue ce matin, c'est une étude qui est parue dans une revue scientifique qui s'appelle Nature, elle dit qu'après la conférence internationale de Glasgow, hein, en novembre dernier, un certain nombre de pays ont pris des engagements plus ambitieux que ceux qui avaient été pris à Paris, et que si les pays qui ont pris des engagements plus ambitieux à Glasgow en novembre dernier les tiennent vraiment, on peut espérer rester en dessous de 2 degrés. C'est déjà une petite lueur d'espoir. 2 degrés, c'est beaucoup, hein, ça n'a pas l'air comme ça. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, bon, si la température augmente de 2 degrés, c'est pas tellement un drame, un peu moins froid en hiver, un peu plus chaud en été. Mais comme vous savez, c'est quand même le climat, c'est pas si simple que ça. Derrière cette moyenne de 2 degrés d'augmentation, il y a en fait des extrêmes beaucoup plus extrêmes, hein, des étés plus chauds, des hivers plus froids, des sécheresses plus prolongées, des inondations en hiver, etc., etc. Ces images-là, on finit par être habitué parce qu'on en voit de plus en plus. Il faut bien comprendre, c'est derrière cette augmentation de la température moyenne, il y a justement une multiplication de ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes, qui sont de plus en plus extrêmes et qui donc ont des effets catastrophiques sur tout le monde, etc., etc. Et puis il y a aussi évidemment toutes sortes de conséquences en termes par exemple de productivité agricole. Hein. On voit bien déjà que les rendements agricoles dans un certain nombre de régions du monde diminuent. Ça va être encore plus difficile de nourrir les populations. Donc finalement, cette dimension-là, la dimension climatique, c'est évidemment celle qu'on connaît le mieux, celle dont on parle le plus. Mais ce qu'on peut appeler la crise écologique, c'est pas seulement la crise climatique, malheureusement. Le reste, c'est un peu lié aussi à la crise climatique, mais pas que. C'est par exemple, sûrement aussi, avez déjà entendu, c'est ce qu'on appelle l'effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire en fait le fait que un certain nombre d'espèces animales et végétales sont en train de disparaître ou que les effets
effectif de ces espèces diminue d'une façon catastrophique. Alors évidemment, tout le monde connaît les abeilles, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a des choses beaucoup moins invisibles. Vous savez, la biodiversité, on aimerait que ce soit seulement ces animaux tellement mignons qu'on a envie de protéger, les pandas, etc. Oui, mais non, mais c'est aussi tout un tas de petites bestioles dégueulasses qu'on aimerait peut-être voir disparaître en fait, mais qui sont également utiles, évidemment. C'est tout cet ensemble-là qui est aussi menacé, à la fois bien sûr par le changement climatique, mais aussi plus généralement par toutes les pressions que l'humanité exerce sur l'environnement. Et ces pressions, c'est quoi? C'est à la fois l'occupation de l'espace, premièrement, c'est-à-dire le fait que nous sommes presque 8 milliards sur Terre. On va l'être très très vite. 8 milliards, c'est beaucoup. On prend de la place. On prend de la place, à la fois parce qu'on est nombreux, et puis parce qu'on construit des choses qui sont très volumineuses, qui ont de très grandes surfaces. On construit des routes, on construit des parkings, on construit des centres commerciaux. On fait ce qu'on appelle de l'artificialisation des sols. Et l'artificialisation des sols, évidemment, ça contribue à réduire l'habitat disponible pour toutes les espèces sauvages. Et puis ça contribue aussi, dans de très nombreux cas, à fractionner l'habitat. C'est-à-dire s'il y a une route qui passe au milieu d'une forêt, ça veut dire que les chevreuils qui sont d'un côté, ils ne peuvent pas aller de l'autre côté. Ou s'ils y vont, ils se font tuer. Ça va à la fois contribuer au changement climatique et ça va en même temps contribuer à la perte de biodiversité. Donc c'est l'espace qu'on occupe, ce sont les matières premières qu'on consomme, et dans toutes les régions du monde, évidemment, on extrait des matières premières. Alors, on parle beaucoup en ce moment des matières premières énergétiques, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, etc. Parce qu'avec la guerre en Ukraine, évidemment, on est particulièrement sensibilisé à ça. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi les métaux qu'on utilise dans tous les secteurs. C'est aussi des choses auxquelles on ne pense pas, comme par exemple le sable. Vous voyez, à chaque fois qu'on construit avec du ciment, il faut du sable. La quantité de sable qu'on extrait est absolument phénoménale, parce que partout on construit dans le monde entier. Et puis tout ce qu'on rejette dans la nature, c'est-à-dire les pollutions. Alors évidemment, tout le monde connaît les pollutions plastiques, tout le monde connaît le 7e continent de plastique qui est au milieu du Pacifique, etc. Mais beaucoup moins visible, évidemment, il y en a partout. Le plastique ne se dégrade jamais complètement, et vous savez qu'il se fragmente sous forme de ce qu'on appelle des microplastiques. Je ne sais pas si vous avez vu qu'une étude récente a montré que dans notre propre corps, dans nos cellules, dans nos cheveux, etc., il y a plein de microplastiques. On en est bourré. Parce qu'on mange des choses qui en sont bourrées. Ce n'est pas seulement notre environnement, c'est nous qui sommes en train de, petit à petit, de nous empoisonner, littéralement. Toutes ces dimensions-là, en fait, qui sont concernées par ces questions qu'on va poser. Alors moi, en tant qu'économiste, évidemment, j'ai tendance à les poser avec les outils qui sont les miens, évidemment. Et c'est seulement une partie du problème, bien sûr. Ce que je vais essayer de dire en quelques mots, c'est, au fond, comment l'analyse économique permet de traiter ces questions-là. La première chose que je voulais dire, c'est que si on veut essayer de raisonner sur ces questions d'économie écologique, il faut partir de l'hypothèse que nous vivons dans un monde fini. Et ça, c'est une hypothèse qui est vraiment totalement ignorée la plupart du temps des économistes. En économie, souvent, on fait l'hypothèse qu'on peut avoir une croissance indéfinie, qu'on peut utiliser des ressources, etc. Que bien sûr, quand les ressources deviennent plus rares, elles vont devenir plus chères, mais que ça va se régler comme ça. C'est-à-dire que quand certaines ressources commencent à s'épuiser, leur prix va monter, et comme le prix va monter, on va en prendre moins, et que donc, du coup, ça va s'arranger. Mais on voit bien que c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas de prix. Par exemple, quand il y a moins d'eau dans une région, ça peut pas se régler seulement avec un problème de prix. Parce qu'il y a des choses qui, d'abord, soit n'ont pas de marché, c'est le cas, par exemple, justement, de l'eau, mais aussi c'est le cas du climat, on va le voir, c'est le cas de beaucoup d'autres aspects de notre environnement. Par exemple, la biodiversité, il n'y a pas de prix pour la biodiversité. Combien ça coûte la disparition des abeilles ou l'effondrement des populations d'oiseaux communs en Europe? C'est très difficile à dire, en fait. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur les mécanismes habituels de l'économie pour traiter ces questions-là. Mais en même temps, ces mécanismes-là nous ont permis de développer un certain nombre de raisonnements, un certain nombre d'outils qu'on va quand même pouvoir utiliser. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de marché, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas imposer un prix. Mais il faut essayer de calculer le bon prix. Et ça, les économistes sont bien armés pour faire ça. L'idée de départ, c'est qu'il faut tenir compte de ce qu'on appelle parfois les limites planétaires. Les limites planétaires, elles sont dans toutes sortes de dimensions. Nous vivons sur une planète qui est finie, évidemment. On pourrait bien sûr imaginer de changer de planète. Vous savez que Elon Musk, par exemple, il dit ça. Il dit, il n'y a qu'à aller s'installer sur Mars.
c'est un peu con entre nous et c'est surtout un peu égoïste parce que lui, évidemment, il peut aller s'installer sur Mars, probablement. Il aura les moyens de le faire. Mais vous et moi, non. Parce qu'en termes d'énergie, vous imaginez ce que ça coûte. Trimballer un seul individu jusqu'à Mars, déjà, ça coûte cher. Mais trimballer la planète entière, l'humanité entière sur Mars, ça, c'est même pas imaginable. Il faut essayer de trouver des solutions ici, maintenant. Pas de se dire, ah bah, dans quelques années, on sera capable de faire ceci ou cela. Non, probablement pas. Alors, les limites planétaires, qu'est-ce que c'est? Il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. L'idée, c'est en fait de regarder dans différentes dimensions de notre environnement. Quelles sont ces dimensions qui sont importantes, hein? Donc, par exemple, vous avez le changement climatique, vous avez la biodiversité, différentes dimensions de notre environnement. Et à chaque fois, on va regarder où on en est par rapport à ce qu'on sait qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, pour le changement climatique, comme je l'ai dit, si on se dit, voilà, il ne faut pas qu'on dépasse 2 degrés de réchauffement, ça c'est la limite dont on pense qu'il n'est pas souhaitable qu'on la dépasse. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir dire, c'est bon, voilà, ça c'est notre limite planétaire. Et ensuite, la question, c'est comment on va faire pour respecter cette limite. Et c'est là que l'économie peut nous dire quelque chose. Autrement dit, les limites, ce n'est pas les économistes qui les déterminent, c'est plutôt les scientifiques, par exemple les climatologues dans le domaine du climat, ou bien les zoologues et les botanistes dans le domaine de la biodiversité, etc. Donc, les limites, ce sont les scientifiques des autres sciences qui nous les proposent. Et ça montre aussi d'ailleurs une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, si on veut réfléchir à toutes ces questions, on peut plus se contenter de mobiliser une seule discipline scientifique. On a besoin, en fait, d'utiliser les savoirs dans toutes sortes de disciplines scientifiques, les sciences de la vie, les sciences économiques, etc., etc. Donc, une fois qu'on a mobilisé tous ces savoirs pour savoir où sont les différentes limites qu'on doit respecter, en quelque sorte, ce que nous permet l'analyse économique, c'est de dire, voilà, comment on va gérer cette transition vers ces limites, quels instruments on va mobiliser, et notamment quels instruments de prix on va mobiliser. Parce que ce que nous dit quand même l'analyse économique, c'est que le prix peut nous servir comme un signal à envoyer aux consommateurs, par exemple, pour dire, voilà, telle chose est néfaste, et si cette chose est néfaste pour l'environnement, eh bien, en mettant un prix plus élevé, on va en quelque sorte dissuader de l'utilisation de cette chose, et au contraire, mettre des prix plus bas sur les choses dont on pense qu'elles sont souhaitables, ou en tout cas moins néfastes pour l'environnement. Donc le principe général est assez simple. Après, la mise en œuvre n'est pas forcément très facile. Parce qu'évidemment, d'une part, ça veut dire probablement utiliser ce qu'on appelle des taxes environnementales, comme par exemple la taxe carbone. Et là, comme vous le savez, politiquement, socialement, c'est pas la chose la plus populaire du monde. On l'a déjà remarqué, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes. Et on le voit bien encore aujourd'hui. Évidemment, si on dit aux gens, on va mettre une taxe supplémentaire sur les carburants fossiles, et alors que le prix à la pompe est déjà très élevé, ce sera probablement pas très populaire. Mais en même temps, tous les scientifiques nous disent, si on n'arrête pas dans les 5 ou 6 ans qui viennent d'utiliser des carburants fossiles, on va avoir plus de 2 degrés d'augmentation de la température. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut pas respecter les limites, hein. Alors, est-ce que ça veut dire que tout va coûter plus cher? Non, parce qu'en principe, une taxe, ça engendre des recettes. Ces recettes, on peut les utiliser pour baisser d'autres prix ou pour redistribuer à ceux qui sont les plus affectés par les augmentations de taxes en question. Le problème avec, par exemple, la taxe carbone qu'on a utilisée en France, c'est qu'on n'a pas fait ça. C'est-à-dire, quand on a augmenté la taxe carbone en 2018, on n'a pas utilisé les recettes de la taxe carbone pour réduire des prix d'autres choses ou pour redistribuer à ceux qui étaient obligés d'utiliser leur voiture, etc., etc. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. En Suède, par exemple, il y a une taxe carbone depuis 30 ans, 32 ans même pour être exact, et la taxe carbone en Suède, elle est au niveau de 130 € la tonne de carbone. En France, on est à 44 et on a les gilets jaunes dans la rue. En Suède, ils sont à 130. Et il n'y a pas de gilets jaunes en Suède. Comment ça se fait? Ça se fait qu'ils ont fait ça différemment de nous. Ils ont fait ça différemment de nous, c'est-à-dire ils ont réussi à convaincre la population que c'était une bonne chose et ils ont utilisé les recettes de cette taxe pour faire autre chose, c'est-à-dire pour redonner du pouvoir d'achat sur d'autres choses. De la même façon, aujourd'hui en France, on sait, par exemple, les voitures électriques, ça existe, ça fonctionne, c'est beaucoup trop cher pour la plupart des gens. Donc on pourrait se dire, voilà, on peut utiliser les recettes d'une taxe carbone pour baisser le prix des voitures électriques. Bon, et dans ce cas-là, on aurait déjà fait un pas dans la bonne direction. Donc ça, c'est le genre de choses que l'analyse économique
économique nous permet de voir et nous permet de suggérer, de dire voilà, si on veut que l'humanité, mais comme vous savez, les politiques se font au niveau des États, et donc on peut toujours dire l'humanité, mais qui décide des politiques? C'est dans les États qu'elles se font. Hein. Et donc on va se dire, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, comment est-ce qu'on fait? Et la première chose que dit l'analyse économique, c'est la bonne manière de le faire, c'est d'essayer de modifier les prix. Modifier les prix pour modifier les incitations. Première méthode, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est la taxe. Deuxième méthode, c'est de faire ce qu'on fait en Europe depuis 2005 maintenant, de créer ce qu'on appelle un marché carbone. Et le marché européen du carbone, je vais rapidement vous montrer où on en est dans ce marché. Donc ça, c'est un graphique qui vous montre l'évolution du prix de la tonne de carbone sur le marché européen du carbone. Qu'est-ce que c'est que le marché du carbone? C'est très simple en fait. C'est un marché sur lequel les entreprises, les grandes entreprises, en l'occurrence, il y a à peu près 11 000 établissements de production en Europe qui sont soumis à ce système de ce qu'on appelle des quotas d'émissions, eh bien, chaque année, elles reçoivent un quota qui les autorise à émettre une certaine quantité de carbone. Et si elles veulent émettre plus que leur quota, il leur faut acheter des droits à émettre sur le marché. Si au contraire, elles émettent moins que leur quota, elles vont pouvoir vendre sur le marché les permis qu'elles n'ont pas utilisés. Il y a une offre et une demande sur ce marché. Comme il y a une offre et une demande, il y a un prix. Comme toujours sur les marchés, le prix se détermine là où l'offre est égale à la demande, tout simplement. Et donc, ça détermine un prix du carbone. C'est un prix qui, cette fois, est un signal pour les entreprises, puisque, évidemment, une entreprise qui veut réduire ses émissions, elle va pouvoir vendre sur le marché les permis qu'elle n'aura pas utilisés au prix du marché. Et une entreprise qui, au contraire, veut augmenter ses émissions de gaz à effet de serre, va devoir acheter les permis et donc va les payer au prix du marché. Alors, du coup, pour que ça fonctionne, il faut que le prix soit suffisamment élevé, parce que si le prix est bas, eh bien, l'incitation à réduire les émissions ne sera pas très grande. Si au contraire le prix est élevé, eh bien, ça va devenir intéressant pour les entreprises de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit qu'en fait, entre 2009, en gros, et 2018, le prix du carbone sur le marché était extraordinairement bas. Vous voyez qu'en fait, on était à même pas 10 € la tonne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à ce prix-là, les entreprises ne sont pas incitées à réduire leurs émissions de carbone et de gaz à effet de serre en général. Depuis 3-4 ans, ça monte, c'est-à-dire que là, vous voyez que ça, c'était juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, le prix a frôlé les 100 € la tonne. Et tout à l'heure, je disais, la taxe carbone suédoise est à 130 €. Donc, vous voyez qu'on se rapprochait des niveaux de taxe carbone suédois. Bon, là, avec la guerre, ça a un petit peu rebaissé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'enfin, on a, avec le marché européen du carbone, un instrument qui devrait pouvoir marcher. Mais comme vous voyez, c'est assez récent, puisque la hausse, c'est quand même surtout 2021-2022. Qu'on peut espérer que ça va avoir des effets visibles sur les réductions de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore totalement sûr. On verra. On verra. Il y a quand même quelques petits signes. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a quelques semaines, ArcelorMittal, grosse entreprise de métallurgie, c'est le plus gros sidérurgiste européen. Et donc ArcelorMittal a annoncé qu'ils allaient transformer leur usine de Dunkerque pour la faire fonctionner à l'hydrogène. Ça, c'est quand même un signe assez intéressant. Ça veut dire que pour les gros émetteurs comme justement les sidérurgistes, c'est quoi les secteurs dans lesquels on émet beaucoup de gaz à effet de serre, à votre avis? Le charbon, tout ce qui concerne la production d'électricité en général, charbon, gaz, etc. Et puis le ciment. Les cimenteries, ça émet énormément de gaz à effet de serre. Vous savez pourquoi? On prend du calcaire et on le chauffe. Pour le chauffer, il faut beaucoup d'énergie. Et quand on chauffe le calcaire, ce qui s'échappe du calcaire, c'est du CO2. Ça fait beaucoup de production de CO2, tout ça. Et puis les transports terrestres notamment, donc les voitures, etc., mais aussi aériens, les avions, etc. Transport maritime, bien entendu. Donc en fait, ces dernières années, on a fait beaucoup de progrès dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie, justement. On a réussi à les réduire beaucoup plus que dans la plupart des autres secteurs, mais il reste encore évidemment beaucoup de chemin à faire. Cette façon qu'on a en Europe d'utiliser les prix, soit avec la taxe, soit avec le marché, ça peut fonctionner, comme je l'ai dit, à condition que les prix soient mis à un niveau suffisant pour que ça incite à choisir une autre technologie. Je vais prendre un exemple qui va vous faire hérisser les cheveux sur la tête, mais c'est juste pour prendre un truc extrême. Si je mettais l'essence et le diesel à 5 € le litre, là, comme ça, maintenant. Bon,
Je veux dire, je me ferais lyncher à la sortie. Ok, d'accord. Du coup, les voitures électriques paraîtraient peut-être beaucoup plus attractives qu'elles le sont aujourd'hui. Parce que là, vous vous diriez, non, c'est pas possible, quoi. 5 € le litre, je peux pas, quoi. Alors, il faudrait des facilités de paiement et tout ce que vous voulez pour acheter une voiture électrique. Mais ça deviendrait, en tout cas, plus envisageable, quoi. Et de la même façon, pour les entreprises, c'est la même chose. Hein. Quand je parlais à l'instant d'Arcelor ou d'autres, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que utiliser du charbon, etc., tant que c'est pas trop cher d'émettre des gaz à effet de serre, on utilise du charbon. Mais si ça devient vraiment très coûteux pour l'entreprise, elle va faire des choix technologiques différents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces technologies-là, elles existent. La voiture électrique, bien sûr que ça existe, et on a fait beaucoup de progrès en matière de voiture électrique depuis une dizaine d'années. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait qu'il va falloir un jour abandonner les moteurs thermiques. Et donc évidemment, l'incitation, elle est très forte à essayer de trouver des alternatives. Et de la même façon, l'électricité faite à partir d'énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, etc., on sait la produire à très grande échelle. On sait la produire à des coûts qui sont relativement bas aujourd'hui, parce que ça coûte moins cher aujourd'hui de produire de l'électricité photovoltaïque ou de l'électricité éolienne que de produire de l'électricité nucléaire ou de produire de l'électricité avec du gaz, par exemple. Donc on sait le faire à des coûts relativement bas. Pourquoi on ne le fait pas à plus grande échelle ? Parce que les alternatives ne sont pas suffisamment pénalisées par les coûts, en fait. C'est ça, l'histoire. Alors, il reste quand même un gros problème que je n'ai pas abordé et qui est la question de savoir si on fait ça, est-ce que l'Europe, est-ce que la France va rester, qu'on appelle compétitive ? C'est-à-dire, on pourrait se dire, oui, on est capable de le faire, mais ça va nous plomber. Ça va nous plomber parce que ça va coûter trop cher. Alors, il y a 2 éléments de réponse à ça. Premier élément, c'est oui, c'est coûteux, ça demande beaucoup d'investissement, mais il faudra que tôt ou tard, tous les pays du monde s'y mettent, pas que l'Europe. Parce que le changement climatique, ce n'est pas qu'une question européenne, c'est un changement qui touche relativement moins l'Europe que d'autres régions du monde d'ailleurs. Donc il va falloir que tout le monde s'y mette, tôt ou tard. Beaucoup de pays ont pris des engagements en ce sens. Deuxième élément de réponse, si l'Europe s'y met avant les autres, on aura une avance technologique sur les autres, dans les domaines justement de lutte contre le changement climatique. Et troisième élément de réponse, on peut à nouveau utiliser les instruments de prix pour essayer de se protéger contre ce qu'on pourrait appeler la concurrence déloyale, c'est-à-dire en fait contre la concurrence des pays qui, eux, ne mettront pas en place une politique climatique. Et comment ça ? En faisant ce qui a été proposé par la Commission européenne et ce qui n'est pas encore adopté en Europe, mais qui devrait l'être bientôt. C'est ce qu'on appelle un prélèvement carbone aux frontières. Il s'agit tout simplement de mettre une taxe sur les produits importés du reste du monde, taxe qui serait calculée sur la quantité de carbone qui est émise pour produire et pour transporter ces produits jusqu'au marché européen. Et ça, techniquement, on sait faire. On pourrait faire même mieux, et je vais donner juste pour conclure 2 pistes et 2 directions dans lesquelles on pourrait aller. Visiblement, pour l'instant, les candidats à la présidence de la République ne les ont pas encore adoptés, mais il ne faut jamais désespérer, peut-être que ça viendra, peut-être pour la prochaine présidentielle. Première piste, supprimer la TVA, et là tout le monde dit oui, et je dis non, mais remplacer par autre chose. Par quoi ? Par ce que j'appelle une taxe sur le carbone ajouté, c'est-à-dire remplacer la TVA par une TCA. Au lieu de taxer la valeur ajoutée, vous taxez en fait la quantité de carbone qui est nécessaire pour produire chaque produit. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, par exemple, les choses qui viennent de l'autre bout du monde vont coûter beaucoup plus cher que les choses qui sont produites localement, parce qu'il y a du transport et donc des émissions de carbone. Et donc, ça veut dire que ça va relocaliser une partie de la production. C'est-à-dire, si vous avez des pommes qui viennent d'Argentine et des pommes qui viennent du Limousin, les pommes du Limousin vont être moins chères que les pommes argentines parce qu'elles vont être beaucoup moins transportées que les pommes argentines. Et donc, une taxe sur le carbone ajouté, ça permettrait à la fois de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et en même temps de donner une espèce de prime aux producteurs locaux en disant voilà, comme il y a moins de transport, vous allez soit pouvoir vendre plus cher, soit ça coûtera moins cher. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, qui est une alternative, c'est au lieu d'utiliser cette TCA, j'ai une autre proposition à faire qui est donner à chacun d'entre vous et à tous les citoyens une carte carbone. C'est-à-dire une espèce de porte-monnaie électronique dans lequel vous auriez chacun droit à un quota de carbone par an. Vous auriez le droit d'émettre tant par an. Et à chaque fois que vous achetez un produit qui a émis du carbone, ça débite votre porte-monnaie carbone. Et puis quand vous n'en avez plus, vous êtes obligé de racheter. Et à ce moment-là, vous les rachetez au prix du marché. Mais si vous en avez trop, vous les vendez au prix du marché. Et donc ça veut dire qu'en fait, vous avez une incitation à consommer des choses bas carbone. Plus vous consommerez des choses bas carbone et plus vous aurez d'excédent dans votre porte-monnaie carbone et plus vous pourrez revendre cet excédent sur le marché, au prix du marché, et donc vous aurez plus de moyens, plus de pouvoir d'achat, comme on dit. Voilà.
Et ça, c'est facile. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que vous avez sûrement des questions à poser et que j'ai déjà pas mal parlé quand même. Alors l'immobilier, pas directement, mais ce qu'on peut faire, c'est, oui, justement, l'appliquer à tous les consommables. Déjà, on peut l'appliquer aux dépenses d'électricité, de chauffage, etc., etc. Après, on pourrait aussi imaginer plusieurs modalités. On peut commencer par certains secteurs et puis progressivement l'étendre, parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut finalement qu'on puisse calculer le contenu en carbone de tous les produits qu'on achète et qu'on consomme. Et donc, il faudrait qu'il y ait une espèce de code-barre carbone sur tous les produits, et que chaque fois que vous passez à la caisse du supermarché, etc., vous passez le code-barre, ça vous débite, ou avec votre téléphone portable, hein, ça peut très bien être sur votre portable. Il n'y a aucun obstacle technique à tout ça, en fait. Hein. Techniquement, tout ça, c'est facile. Toute une comptabilité carbone pour être sûr que les émissions de carbone de chacun des produits qu'on consomme, que ce soit la cristalline qui est là ou que ce soit n'importe quoi, que ces émissions de carbone soient bien comptabilisées. Et par exemple, quand vous achetez une bouteille de cristalline, ça va débiter votre porte-monnaie carbone parce qu'en fait, il y a plein de plastique là-dedans. Et du plastique, c'est du carbone, hein, on est d'accord. Ça, c'est aussi l'occasion qui m'est donnée de dire, quand vous achetez de l'eau minérale, en fait, vous achetez du pétrole. Vous n'avez peut-être pas conscience de ça, mais c'est du pétrole que vous achetez. Parce qu'en fait, l'eau minérale, c'est quoi? C'est de l'eau, mais c'est surtout du conditionnement plastique et du transport, essentiellement. Et le transport, c'est quoi? C'est essentiellement des carburants fossiles. Évidemment, ça demanderait un certain effort, etc., parce qu'il faut que toute la société s'équipe et s'adapte à tout ça. Mais en même temps, la question, c'est, voilà, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Et là, évidemment, j'ai focalisé sur la question du changement climatique, parce qu'encore une fois, c'est celle qui est la plus médiatisée, etc. Dans les autres domaines, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on fait du progrès dans la lutte contre le changement climatique, je suis assez convaincu qu'on fera des progrès aussi dans les autres dimensions de ces limites planétaires que j'ai évoquées, même si c'est pas toujours aussi évident. Hein. On voit bien que, encore une fois, par exemple, la biodiversité, c'est beaucoup plus complexe en fait que le changement climatique. Le changement climatique, si vous voulez, finalement, c'est assez simple parce que ça dépend de nos émissions. Et nos émissions, on peut les mesurer facilement. Tandis que la biodiversité, ça dépend de plein de choses, quoi. Ça dépend de nous, mais de différentes manières. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Et comme c'est plus difficile à évaluer, c'est aussi plus difficile de mettre en place des politiques qui permettent de lutter contre l'érosion de la biodiversité. J'ai toujours eu, on va dire, une fibre écologique. Et puis, en prenant conscience des dégradations qu'on fait subir à l'environnement, petit à petit, je pensais que l'économie pouvait apporter une contribution utile à tout ça. J'en suis totalement convaincu, même si c'est pas facile. Les jeunes comme vous sont pas forcément conscients, c'est que la dégradation de l'environnement s'est accélérée très vite. C'est-à-dire qu'au cours des 30-40 dernières années, les choses se sont énormément détériorées dans toutes les dimensions. À la fois parce que l'humanité a augmenté en nombre. Hein. Tout à l'heure, je disais on est 8 milliards, hein. Mais je vous rappelle quand même qu'en l'an 2000, on n'était que 6 milliards. Ça a quand même augmenté de 2 milliards en 20 ans. C'est quand même beaucoup, quoi. Ça a pris un tiers en 20 ans. C'est énorme. Ça s'est accéléré à la fois parce que la croissance démographique a été extrêmement forte et puis parce que les changements technologiques et les changements institutionnels se sont produits très rapidement. La mondialisation, c'est quelque chose qui a une trentaine d'années, dans la forme qu'on connaît aujourd'hui. L'agriculture industrielle, elle a complètement changé au cours des 30 dernières années. Les produits qu'on utilise aujourd'hui dans l'agriculture industrielle, ils n'existaient pas pour la plupart il y a 30 ans. La quantité de plastique qu'on produit et qu'on consomme, etc., est sans commune mesure avec celle qu'on consommait et qu'on utilisait il y a 30 ou 40 ans. Donc dans toutes les dimensions, il y a eu une accélération monstrueuse. Et ça aussi, évidemment, ça contribue à faire prendre conscience. On pouvait encore, il y a 30 ou 40 ans, avoir une espèce d'attitude indolente à l'égard de l'environnement, en se disant, bon, oui, d'accord, il y a un peu de pollution, hein, d'accord, il y a quelques espèces animales qui disparaissent, mais c'est pas bien grave, ça. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, quoi. On a trop de preuves que ça se dégrade très vite, il y a trop de connaissances scientifiques, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas, et on ne peut pas non plus faire comme si on ne savait pas que c'est à cause de nous. Hein. Parce qu'on pourrait aussi se dire, ah bah oui, mais ça se dégrade, c'est comme ça, c'est normal. Bah non, c'est pas normal. Ce sont nos activités, nos actions, nos actes qui agissent sur l'environnement. Et à partir du moment où on comprend ça et on en prend conscience, quand on est économiste, on se dit il faut essayer d'agir sur les choix, sur les actes, etc. Voilà. C'est une grande question. Hein. La réponse, à mon avis, il y a des grosses incertitudes, mais premièrement, si on regarde l'histoire de l'humanité, on peut se dire, voilà, on a vécu quand même pendant des millénaires avec uniquement des énergies renouvelables. Regardez l'histoire de l'humanité, c'est quoi? Dès le début, hein, on a commencé à utiliser des sources d'énergie. C'était quoi au début? Le feu,
le feu avec du bois. Ensuite, on domestique des animaux, les animaux domestiques et d'ailleurs aussi les esclaves. Ça, c'est de l'énergie renouvelable, tout ça. Bah oui. C'est reproductible en tout cas. Bah oui, vous savez que les esclaves, il y en a eu dans toutes les sociétés humaines jusqu'au XVIIIe siècle, hein, en gros, franchement. C'est une des grandes constantes de l'histoire de l'humanité, ça. Ensuite, on commence à construire des moulins à eau, des moulins à vent, etc. Donc l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne. Et puis, un jour, mais c'est assez tard finalement dans l'histoire de l'humanité, on a découvert la machine à vapeur et l'utilisation du charbon, donc le début des énergies fossiles, c'est la révolution industrielle. Ça fait 2 siècles et demi à peu près qu'on utilise des énergies fossiles et qu'on les utilise de plus en plus. Alors ça a évidemment contribué à développer le capitalisme, ça nous a permis de devenir beaucoup plus riches, de vivre des vies beaucoup plus confortables, etc. etc. Mais aujourd'hui, on a les technologies qui nous permettraient de nous passer d'énergie fossile. On sait, comme je le disais tout à l'heure, on sait produire de l'électricité éolienne, photovoltaïque, etc., à des coûts qui sont très bas. Aujourd'hui, on sait produire vraiment à des coûts très bas. On peut le faire. Ça demandera des investissements énormes, évidemment. Ça demandera aussi, dans certains secteurs, de changer assez radicalement nos méthodes de production, etc., etc. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on change des méthodes de production, qu'on adopte des nouvelles technologies, etc. Toute l'histoire de l'humanité est faite de changements. Oui, ça ne va pas se faire évidemment en claquant des doigts du jour au lendemain. Je pense qu'on a les moyens aujourd'hui de le faire. Il faut quand même étaler le changement sur quelques années. On ne peut pas construire en un jour des capacités de production, par exemple d'électricité, suffisantes pour remplacer complètement toutes nos énergies fossiles. Mais on sait le faire. Il y a une ONG dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Negawatt. C'est en fait une ONG qui milite pour les énergies renouvelables, etc. Et ils ont établi des scénarios pour la France qui montrent que la France peut parfaitement, dans les 30 prochaines années, à l'horizon 2050, non seulement arrêter complètement d'utiliser des énergies fossiles, mais aussi arrêter complètement l'énergie nucléaire et donc faire 100% d'éolien et de photovoltaïque. Alors évidemment, ça suppose de construire quelques éoliennes. Et les gens ne sont pas tous forcément fans d'éoliennes. Moi, personnellement, si vous voulez, je ne trouve pas que ce soit si moche que ça. Par exemple, ce n'est pas plus moche que des pylônes de ligne à haute tension. Hein. Et des pylônes de ligne à haute tension, il y en a partout. Et ça gêne personne. Et quand on me dit, mais ça tue les oiseaux et tout, je dis, mais les voitures, ça tue les hérissons aussi. C'est pas pour autant qu'on arrête d'utiliser les voitures. Hein. Vous connaissez l'expression, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Hein. Donc là, c'est la même chose. On trouve tous les défauts aux éoliennes quand on n'en veut pas. Ça n'a pas ni plus ni moins de défauts que les autres systèmes. Hein. C'est juste, voilà, c'est pas les mêmes. Le nucléaire, par exemple, c'est vachement agréable pour la plupart des gens parce que c'est loin. Parce que le nucléaire, c'est très concentré. Il y a une centrale nucléaire tous les 300 km. Et donc, la plupart des gens sont loin du nucléaire. Donc, ils ne le voient pas. Ils peuvent ignorer, ils peuvent se dire, ah ben non, ça n'existe pas. On ne les voit pas. Donc, elles n'existent pas. Et sauf que quand vous êtes au pied, là, c'est déjà une autre histoire. D'abord, ça se voit beaucoup. Et puis, c'est beaucoup plus dangereux qu'une éolienne, là. Parce que si ça pète, c'est autre chose que 2 ou 3 oiseaux qui vont être tués par les pales. Hein. Regardez cette merveilleuse série qui est passée sur, je crois, M6 qui s'appelait Tchernobyl. Regardez ça et là, vous serez peut-être pas très favorable au nucléaire. Ah ben par rapport à lui, je crois que vous l'aurez compris, plutôt contre. Alors, je vais quand même expliquer un peu pourquoi. Il y a 2 grandes raisons qui expliquent nos divergences. Sur beaucoup de points, je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord sur ce qu'il dit sur le nucléaire. D'ailleurs, il n'est pas franchement pro-nucléaire. Il dit simplement qu'on ne peut pas s'en passer dans les années de transition qui viennent, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Première raison, c'est le coût. Jean Covici, c'est un ingénieur, pas un économiste. D'accord. Techniquement, je pense que ces raisonnements sont totalement irréprochables. Simplement, aujourd'hui, le coût de construction des centrales nucléaires est absolument faramineux. En plus, on n'est même pas sûr de savoir encore les construire. Actuellement, comme vous le savez, la technologie qu'on utilise pour les centrales nucléaires en France, c'est l'EPR. L'EPR, on en a construit 2. Un en Finlande, qui commence tout juste à marcher alors qu'il aurait dû démarrer il y a 15 ans, et un autre en Chine, qui marche depuis 2 ou 3 ans, mais la Chine, c'est quand même pas un modèle de transparence, etc. Donc on ne sait pas trop dans quelles conditions ça marche. Il y en a un 3e qui est en construction en France, près de chez moi, là-haut, dans la Manche, à Flamanville. Cet EPR, ça fait déjà 7 ans qu'il aurait dû être terminé. Quand la construction de l'EPR a été lancée en 2007, je crois, le coût était évalué à 2,5 milliards. Et maintenant, les dernières estimations, il n'est toujours pas en service, et les dernières estimations, c'est qu'il va coûter à peu près 20 milliards. OK ? 20 milliards.
Donc ça veut dire que si on veut construire des nouvelles centrales nucléaires, Macron propose d'en construire 6, Le Pen propose d'en construire 10. 6, ça fait 120 milliards. Alors peut-être un peu moins, parce qu'on aura peut-être quand même un peu appris à avoir quelques économies d'échelle. Mais enfin, disons 100 milliards. Et bien, avec 100 milliards, je peux vous dire qu'on peut construire beaucoup d'éoliennes, beaucoup de photovoltaïques, beaucoup de parcs éoliens en mer, si on ne veut pas les avoir sur Terre, et aussi beaucoup de batteries, beaucoup de stockage qui permet de pallier le gros problème des énergies renouvelables, qui, comme vous le savez, est le problème de l'intermittence. Pourquoi les énergies renouvelables ne sont pas aussi commodes que les autres? Parce que l'éolien produit quand il y a du vent, le photovoltaïque produit quand il y a du soleil. Et quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ni l'un ni l'autre ne produit. Il y a un problème de stockage. Mais techniquement, on sait stocker. On sait construire des batteries. On sait aussi produire de l'hydrogène qui permet de stocker l'électricité. On est capable de faire ça techniquement, et je ne pense pas que ça coûte plus cher. Et je pense même que ça coûte moins cher que le nucléaire. Le deuxième argument, c'est que le nucléaire, ça engendre des déchets radioactifs qui sont radioactifs sur des centaines, voire des milliers d'années. Et pour l'instant, on ne sait pas quoi faire de ces déchets, on ne sait pas les traiter. Donc qu'est-ce qu'on en fait pour l'instant? Là aussi, je vous invite à aller voir ça, c'est à l'autre bout de la France, près de chez moi, là, dans la Hague, près de Flamanville. On construit des immenses piscines et on plonge ces bâtons de combustible nucléaire radioactif dans ces grandes piscines. Et puis on attend. Puis quand une piscine est pleine, on en construit une autre à côté. Et puis etc. Et ça, on ne pourra pas faire ça indéfiniment parce qu'il y a un moment ou un autre où on ne pourra pas continuer à avoir une piscine, plus une piscine, plus une piscine, plus une piscine. Et en plus, on n'est pas sûr que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, il n'y aura pas des malades comme Poutine qui viendront envahir les piscines et qui feront péter le truc. Voyez? Et donc, moi, je dis non, c'est trop dangereux. Les déchets sont trop dangereux. Et donc, pour cette raison-là aussi, je suis contre. Jancovici, c'est un optimiste. C'est un mec qui pense qu'on a les capacités et qu'on a l'intelligence et qu'on aura encore dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, les capacités et l'intelligence pour gérer ça. Et moi, j'y crois pas. Je ne suis pas aussi confiant dans l'avenir de l'humanité. Je pense qu'il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des grands malades qui ont foutu la merde et qui ont fait péter les trucs qu'on ne voulait pas qu'ils pètent. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose dans le futur. Je ne pense pas que ce soit le futur à longue échéance, si vous voulez. Le problème, c'est que nos sociétés, aujourd'hui, elles sont conçues autour de l'idée que chacun d'entre nous peut bouger tout seul. C'est-à-dire la mobilité individuelle autour de la voiture, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos sociétés. C'était pas comme ça il y a un siècle. Il y a un siècle, personne n'avait de voiture pratiquement. Mais en même temps, on est un peu coincé dans la manière dont on a organisé nos sociétés. On est un peu coincé par justement cette domination de la voiture individuelle. Et c'est pour ça que je dis les voitures électriques, à court terme, en tout cas à court et moyen terme, c'est, je pense, une bonne solution. Mais, effectivement, vous avez raison. Moi, je pense qu'à plus long terme, si on regarde le bilan carbone des voitures électriques, vous l'avez dit, c'est pas grandiose, au contraire. Et puis, il y a tout un tas de problèmes. À plus long terme, d'abord, il y a d'autres technologies qui sont relativement meilleures en termes de bilan carbone. Par exemple, l'hydrogène. L'hydrogène à condition de fabriquer l'hydrogène avec de l'électricité verte. L'hydrogène, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une capacité de stockage. Hein. C'est au fond, ça remplacerait la batterie. Donc ça, on doit pouvoir le faire. Et d'ailleurs, vous savez que le gouvernement allemand et le gouvernement français ont débloqué des milliards pour développer des capacités de production d'hydrogène, etc. Ça existe déjà. À Paris, il y a déjà toute une flotte de taxis qui s'appelle Hype, qui fonctionne à l'hydrogène. Et puis à Pau, par exemple, il y a un bus à hydrogène qui fonctionne depuis 3 ou 4 ans. Donc on sait faire. Mais là aussi, le problème, c'est que c'est toujours une question de bilan carbone. Si vous produisez l'hydrogène avec de l'énergie fossile, c'est pas la peine, quoi. Et puis après, sur les bilans carbone des batteries, etc., et les bilans en général environnementaux des batteries, pas que carbone, hein, c'est vrai. Mais là, je vais un peu rejoindre Jancovici en étant aussi optimiste sur l'avenir technologique, on va dire. Je suis assez confiant, moi, dans les capacités qu'on a à recycler. Je pense qu'on va être très vite capable de recycler beaucoup de choses à partir du moment où on va avoir les bonnes incitations à nouveau. Tout ce qu'on appelle l'économie circulaire. Hein. Vous avez peut-être vu que la Commission européenne, il y a quelques jours, a publié un grand plan sur l'économie circulaire qui est très intéressant parce que, au fond, l'idée de l'économie circulaire, c'est quoi? C'est d'essayer de faire en sorte que nos activités ne prélèvent pas trop sur la planète. Tout à l'heure, je parlais des limites planétaires. Évidemment, si on arrive à recycler une grande partie de ce qu'on utilise, c'est mieux.
évidemment, parce que du coup, on va avoir moins d'impact sur la planète. Et il y a quand même des évolutions qui sont encourageantes dans ce domaine-là. Je vais juste citer un truc, puisque je l'ai vu la semaine dernière. Une usine Eastman, c'était Kodak. Bon, la famille Eastman, donc c'est ceux qui possédaient Kodak. Projet d'ouvrir en Normandie la plus grande usine de recyclage moléculaire du plastique. Qu'est-ce que ça veut dire recyclage moléculaire? Ça veut dire qu'ils peuvent prendre n'importe quel plastique, de n'importe quelle couleur, et l'usine le retransforme en molécules. C'est-à-dire pas en petits morceaux ou en petites billes ou je sais pas quoi, en molécules. Et donc après, on peut refaire n'importe quel plastique avec les molécules. Donc vous voyez que là, c'est vraiment du recyclage. C'est pas juste, on va transformer cette bouteille en veste polaire. Ça, c'est pas du recyclage. Parce qu'une fois qu'on a fait la veste polaire, on ne peut plus rien faire avec la veste polaire. Donc on a juste donné un petit peu plus de vie au plastique, mais seulement un peu plus. Alors évidemment, il y a de la perte en ligne. Je ne vais pas vous dire que c'est 100% circulaire. Il y a toujours de la perte en ligne. C'est la seconde loi de la thermodynamique. Ça veut dire que, bien sûr, il y a de l'énergie qui se disperse, il y a de l'énergie nécessaire pour faire ça. Donc, on n'est pas à 100% circulaire. Mais si on arrive à recycler quand même beaucoup de choses, on aura beaucoup moins d'impact sur notre environnement. Et ça, c'est possible. Et ce sera d'autant plus possible qu'on aura de bons signaux de prix pour le faire. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne les a pas. Dans beaucoup de domaines, on ne recycle pas parce que ce n'est pas intéressant de recycler. En tout cas, au moins, si vous voulez, à la différence des plus vieilles générations, ils sont quand même au moins informés, sensibilisés, etc. Donc c'est déjà beaucoup. Puisque le premier pas dans la bonne direction, c'est toujours d'abord d'être bien informé. Déjà, c'est quelque chose. Après, c'est très compliqué, si vous voulez. Moi, je ne crois pas. Vous connaissez la fable du colibri, ou peu importe, enfin bref. C'est l'histoire d'un petit colibri qui vole, puis il y a un autre animal, je ne sais plus lequel, à côté, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que le colibri, il n'arrête pas de faire des allers-retours, et il dit « il y a le feu dans la forêt. » Et l'autre lui dit « Mais et alors, qu'est-ce que tu fais ?» Alors il dit « Je vais chercher de l'eau pour éteindre le feu dans la forêt. » L'autre lui dit « Mais tu crois peut-être que tu vas arriver à éteindre le feu dans la forêt avec la goutte d'eau que tu transportes dans ton bec à chaque aller-retour ?» Et le colibri dit non, mais si tous les colibris de la forêt se mettent à faire ça, on va y arriver. » Donc c'est ça la fable du colibri. Donc c'est l'idée que si chacun de nous fait un petit effort, on va y arriver. C'est pas vrai. Ça, je ne crois pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des choix politiques qui soient faits. Il faut qu'au niveau de la société tout entière, on fasse ces choix. Ça ne veut pas dire que chacun de nous ne doit pas faire des efforts. Tout à l'heure, en venant, là, je discutais sur une question qui est toujours un peu sensible, qui est la question, par exemple, de qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange? C'est super important, qu'est-ce qu'on mange. J'ai l'habitude de dire, vous êtes ce que vous mangez. Ça vous oblige à avoir conscience de ce que vous ingurgitez. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'évidemment, l'agriculture, c'est une des sources à la fois importantes d'émissions de gaz à effet de serre et aussi de perte de biodiversité, etc. Par exemple, quand on réalise que pour produire 1 calorie de viande ou de protéines animales quelconques, viande ou produits laitiers, des choses comme ça, il faut entre 10 et 20 calories végétales. Déjà, on a pris conscience de quelque chose, La conclusion qu'on en tire ne va pas être la même pour tout le monde. Chacun de nous va pouvoir faire ses choix, mais des choix au moins éclairés. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne végane. On peut si on veut, mais on n'est pas obligé. Mais ça veut dire que chaque fois qu'on mange de la viande, on sait que c'est comme si on mangeait 20 fois la même quantité de produits végétaux. Moi, j'aime la viande et je continue à en manger. Mais je me dis, il faut peut-être en manger un peu moins, parce que comme ça sera un peu moins de pression sur la planète. Et puis, évidemment, si vous mangez de la viande de bœuf qui a été élevée dans les prés, dans les estives près d'ici, sa pression sur l'environnement n'est pas du tout la même que si vous mangez un hamburger chez McDonald's, on est d'accord. Parce que dans un cas, ça a mangé de l'herbe, dans l'autre cas, ça a mangé des céréales et des protéines végétales. Pas forcément, mais à court terme, ça risque de l'être, oui. Parce que souvent, les mesures prises en faveur de l'environnement vont contribuer à augmenter certains coûts pour les entreprises et donc à rendre la production plus coûteuse et donc moins compétitive. C'est pas toujours vrai puisque, comme je vous le disais, aujourd'hui, par exemple, les électricités à base d'énergie renouvelable est moins coûteuse que d'autres sources d'électricité. Donc ça commence peut-être dans certains secteurs à être plus intéressant d'utiliser de l'électricité renouvelable, mais souvent quand même les mesures prises en faveur de l'environnement vont obliger les entreprises à supporter des coûts qu'elles n'auraient pas supportés autrement. Et donc c'est vrai que ça a quand même un effet négatif sur la compétitivité. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du prélèvement carbone. Le prélèvement carbone aux frontières, c'est une façon de restaurer finalement
des conditions de compétitivité comparables avec les pays qui n'ont pas de politique environnementale, par exemple. Donc ça, c'est à court terme. À plus long terme, alors là, je ne crois pas du tout. Je crois qu'à plus long terme, c'est vraiment le contraire. Pourquoi? Parce que toutes les mesures qu'on prend en faveur de l'environnement, généralement, incitent à trouver des solutions et donc à innover. Et donc, en fait, on va se retrouver en avance. Vous voyez, par exemple, Tesla est leader de la voiture électrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les premiers à se dire, oh là là, avec toutes les contraintes qu'il y a, etc., l'avenir, c'est la voiture électrique. Ils ont été capables de développer des trucs et maintenant, ils sont leaders. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de secteurs. Si vous regardez, par exemple, justement, l'éolien dont on parlait tout à l'heure, il y a un pays qui a été un des premiers à développer l'éolien, c'est le Danemark. Et aujourd'hui, quand vous regardez d'où proviennent les éoliennes qu'on installe un peu partout, du Danemark. Vestas, c'est une marque danoise. Donc ça veut dire qu'en étant les premiers dans les technologies qui permettent de préserver l'environnement, on va devenir leader dans cette technologie. Je pense que c'est une des erreurs de la France, c'est justement d'avoir jamais parié là-dessus. On a toujours un train de retard sur les technologies renouvelables. Et du coup, on est obligé d'importer. Alors maintenant, on commence à savoir construire des éoliennes pour les parcs éoliens en mer. Donc il y a quelques industries qui commencent à se développer autour de ça, mais pas beaucoup. Ce que dit le rapport du GIEC qui est paru là, il y a quelques jours, ils disent en fait que l'humanité dispose d'une petite fenêtre, 3 ou 4 ans, avant 2025. En gros, si on veut rester en dessous de 2 degrés d'augmentation, il faut que d'ici 2025, on ait réussi à inverser la tendance des émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, comme vous dites. Et donc, ça continue à augmenter. Donc, il nous reste maintenant un peu plus de 2 ans pour prendre des mesures sérieuses, mais pas seulement en France et en Europe, évidemment. Les émissions en Europe, c'est ici. L'Union européenne, c'est ça. Les États-Unis, c'est ça. L'Inde, c'est ça. La Russie, c'est ça. Et la Chine, c'est ça. Ça dit tout. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, ça baisse depuis 30 ans. Pas très vite, mais ça baisse depuis 30 ans. Aux États-Unis, ça a légèrement baissé depuis une quinzaine d'années. Mais vous voyez que ça augmente très très vite ailleurs, et notamment très vite en Chine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, il faut que les États-Unis et l'Europe fassent des gros efforts. Mais si le reste du monde n'en fait pas, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc ça, sur la partie gauche, c'est les émissions totales par an. Et sur la partie droite, c'est les mêmes pays, mais ce sont les émissions par tête, par personne. Là, vous voyez en fait que les émissions par tête en Europe ont baissé et les émissions par tête en Chine sont devenues plus élevées que les émissions par tête en Europe. Donc c'est pas seulement que les Chinois sont nombreux, mais c'est aussi que maintenant ils ont des modes de vie comparables aux nôtres et donc ils émettent plus que nous. C'est vrai que ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Moi, je ne crois pas trop qu'on va rester en dessous de 2 degrés. Je pense plutôt qu'on va dépasser. Je suis quand même assez optimiste en ce sens que c'est comme toujours, plus les effets du changement climatique sont visibles. En introduction, j'ai dit combien ils étaient de plus en plus visibles. Ça ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une catastrophe quelque part qui est liée avec le changement climatique. Et donc, ça va finir par quand même se voir tellement qu'on va bien finir par faire des choses. L'humanité a cette capacité à faire comme si tout allait bien jusqu'à ce que ça aille très mal, que c'est probablement au dernier moment qu'on réagira. Vous connaissez l'histoire du mec qui tombe du 50e étage d'une tour. Tant qu'il ne s'est pas écrasé au sol, il dit « jusqu'ici tout va bien ». Et ben c'est ça. C'est un peu ça ce qui est en train de nous arriver. Faire quelque chose déjà. Pour ce qui est de la lutte contre le changement climatique, la bonne échelle, je pense, c'est l'Europe quand même. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose au niveau national. Bien sûr, il y a des tas de mesures qu'on peut prendre. Par exemple, il y a quelque chose qui a été évoqué là, ces jours-ci dans la campagne, qui était de dire rendre les voitures électriques très accessibles en subventionnant massivement les voitures électriques. Ce serait possible, ça, bien sûr. Ça fait partie sûrement des choses qu'on peut faire. Maintenant, je pense qu'au niveau européen, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le prélèvement carbone aux frontières, ça c'est une des choses les plus urgentes, je pense, à faire aujourd'hui. Après, moi je pense vraiment, si on élargit un peu la focale et qu'on regarde pas seulement le changement climatique, mais l'ensemble des problèmes environnementaux, je pense qu'il y a un très très gros travail à faire sur l'agriculture. Aujourd'hui, depuis longtemps, en France, on fait comme si c'était pas un problème, on fait comme si on pouvait continuer, etc. Et on sait aujourd'hui qu'on peut pas
continuer. C'est pas simple de transformer des pratiques agricoles qui se sont implantées depuis des décennies avec beaucoup d'investissements. L'agriculture est aujourd'hui un secteur extrêmement capitalistique. Les agriculteurs, ils ont des gros tracteurs, des grosses machines, etc., etc. Et donc tout ça, et souvent beaucoup de dettes aussi d'ailleurs. Et donc c'est pas tellement facile de dire voilà, on va changer les techniques, on va produire différemment, etc. Mais je pense que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'investissements du coup à prévoir et beaucoup d'accompagnement. Mais ça, je pense que ça aurait un grand effet sur l'environnement, oui. À la fois sur les émissions, parce qu'il faut quand même rappeler que l'agriculture est responsable d'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas rien. Puis sur tout le reste, c'est-à-dire les pesticides, les engrais chimiques, toutes ces choses. Et donc aussi sur la qualité de ce qu'on mange, accessoirement. Parce que quand on dit « Ah on nourrit la planète », oui, mais si on l'empoisonne en même temps, c'est pas forcément une très bonne idée. Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. D'abord, je suis pas sûr que c'était le plus écologique, parce que quand même, il y avait aussi celui de Jadot qui était écologique quand même. Les deux, on va dire. Alors, est-ce que c'est réalisable? Oui, je pense que oui. Économiquement, oui. Après, sur la méthode, je ne sais pas. J'avoue que je ne connais pas les détails du programme, mais si vous voulez, quand je regarde les grands objectifs, quand je regarde la manière dont il définit ce qu'il appelle une planification écologique, vous aurez remarqué d'ailleurs peut-être que Macron a repris exactement l'expression planification écologique hier, sans doute pour attirer les électeurs de Mélenchon. Mais en tout cas, oui, comme je le disais tout à l'heure, si on veut parvenir vraiment à des résultats visibles et tangibles sur ces questions de changement climatique, etc., il faut pas seulement compter sur la vertu des individus, il faut aussi que la société tout entière soit organisée de manière à ce que ça aille dans le bon sens. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres choix, effectivement, que d'avoir quelque chose comme une planification écologique, ou en tout cas un cadre défini au niveau de la société tout entière, qui dise voilà dans quelle direction il faut aller, où est-ce qu'il faut mettre les investissements, etc., etc. Ça, oui. Et en ce sens-là, je pense que oui, la lutte contre le changement climatique et contre la dégradation de l'environnement, etc., n'est pas totalement compatible avec ce qu'on appelle le libéralisme économique. Ça, certainement pas. Mais ça, je crois que beaucoup de gens sont conscients aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que l'État pilote tout ça. Oui. Ouh, ça, c'est une vaste question et à mon avis, il y a eu beaucoup d'erreurs de commises. Tout à l'heure, j'évoquais la Suède. C'est quand même un exemple assez intéressant. Tout à l'heure, je vous ai dit que la Suède avait institué en 1990 une taxe carbone. Elle l'a fait au bon moment, si vous voulez. C'est-à-dire que faire ça il y a 30 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Suède, tout le monde est habitué à ça. Je veux dire, c'est pas par hasard si Greta Thunberg vient de Suède. En Europe et en France, on a beaucoup tardé, on a laissé faire. En 1990, au moment où on n'avait pas encore fini de mettre en place ce qu'on appelle le marché unique européen, la Commission européenne avait déjà publié une étude dans laquelle elle disait si on veut que le marché unique européen n'ait pas des conséquences trop néfastes sur l'environnement, sur le climat, etc., il faut absolument qu'on mette en place des taxes écologiques au moment où on va achever le marché unique européen. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. C'était il y a 30 ans. Là, on a perdu 30 ans. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas trop regarder vers le passé. Il faut plutôt se dire, voilà, non, il ne faut pas tarder. Il faut agir le plus vite possible. Et ceux qui vous disent il est trop tard pour agir, ceux qu'on appelle parfois les aquabonistes, c'est ceux qui disent, oh, à quoi bon? Parce qu'il est trop tard. À ceux-là, il faut répondre que, certes, on va droit dans le mur, ça, il n'y a pas de doute, mais que rentrer dans un mur en freinant, c'est quand même mieux. Ça fait moins mal que de rentrer dans le mur en accélérant. Donc, même si on commence à freiner maintenant, on n'évitera peut-être pas le mur, mais on se fera quand même beaucoup moins mal. Donc, ça vaut le coup d'essayer de freiner quand même. C'est très fréquent, mais je dois dire deux choses. D'abord, les économistes ne sont généralement pas pris suffisamment au sérieux par les entreprises pour qu'on nous propose de l'argent. Malheureusement, j'allais dire. Non, mais je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que les entreprises, en général, si vous voulez, quand elles essaient de corrompre des scientifiques, c'est plutôt dans les sciences dures, dans les sciences de la vie ou des choses comme ça. Par exemple, vous avez tous en tête, j'imagine, on a appelé les Tobacco Papers, c'est-à-dire tout ce qu'on a découvert dans les archives des grands fabricants de cigarettes américains, Philip Morris, etc., et qui démontrent qu'ils ont en fait corrompu des dizaines et des dizaines de scientifiques pour qu'ils publient des études qui
démentait en fait les effets néfastes du tabac. Donc il y a de très nombreux exemples, mais en économie peut-être moins parce qu'on est moins directement en prise sur tout ça, sur la décision politique, etc., sur ces questions en tout cas. Donc les lobbies, oui, ça existe, j'en vois tous les jours, mais pas trop sur les questions économiques, si vous voulez. Simplement, ce qui est vrai, c'est que les lobbies sont très présents quand il s'agit de prendre des décisions publiques sur des choses, même parfois un peu générales. Je vais vous donner deux cas, un cas un peu ancien et un cas assez récent. Le cas un peu ancien, c'est j'ai travaillé pendant des années sur la fiscalité, vous l'avez dit, et je continue à travailler dessus d'ailleurs. J'ai travaillé pour la Commission européenne dans un panel d'experts sur comment faire pour faire payer aux grandes entreprises multinationales des impôts sur leurs bénéfices. C'était en 99. Et quand je travaillais avec la Commission européenne là-dessus, la Commission en parallèle, la Commission européenne avait un autre groupe d'experts qui était constitué en fait de représentants des grandes entreprises. Les lobbies étaient là et la Commission européenne acceptait l'idée qu'on demande à des experts, mais on demande aussi aux lobbies leur avis. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 20 ans, il ne s'est rien fait. Pourquoi? Parce que les lobbies ont tout bloqué. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est beaucoup plus récent. J'ai signé la semaine dernière une tribune dans Le Monde qui a été co-signée par à peu près 1 millier de chercheurs. Et j'ai reçu vendredi dernier, en fait, une réponse sur mon téléphone portable. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait cherché mon adresse mail et qui avait lu la tribune et qui a répondu à chacun des signataires de la tribune. Et c'était quelqu'un qui représentait en fait un lobby de l'industrie agroalimentaire. On ne me donne pas d'argent, mais on essaye de m'influencer parfois, avec des arguments quand même, heureusement. Mais vous voyez, ça veut dire aussi quand même que ces lobbies, d'abord, ils font de la veille, c'est-à-dire ils regardent tout ce qui sort, et puis ils ont des capacités de réaction. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui semble les menacer, ils sont capables de réagir très vite. Ça tombe bien que vous me posiez la question, parce qu'on en parlait justement dans la voiture en venant un peu. La réponse est oui. J'étais à l'école primaire et au collège dans une petite école de campagne, mais vraiment petite école de campagne. Et ensuite, quand je suis rentré au lycée, donc là, je suis allé dans une ville, mais pas non plus une très grande ville, je me souviens très bien que le directeur qui a reçu mes parents et qui m'a reçu en même temps que mes parents pour m'inscrire au lycée, il a regardé mon dossier scolaire et il a dit à mes parents, vous savez, votre fils... il a eu des très bons résultats là, dans l'école où il était, mais c'est une petite école de campagne. Là, ça va être autre chose, et là, il va en baver et tout. Eh bien, première année au lycée, j'étais le premier de la classe. Non, mais ce que je veux dire, c'est évidemment qu'on peut réussir en venant d'un petit lycée, etc. Bien sûr. Le premier conseil pour réussir, c'est il faut avoir envie, quoi. Il faut avoir envie. Mais il ne faut surtout pas s'imposer de limites. C'est-à-dire, il faut être ambitieux. Je pense qu'il faut être ambitieux. Si vous vous dites que pour réussir, vous avez envie de faire Normal Sup, eh bien, tentez Normal Sup. Et donnez-vous les moyens de réussir. Mais il ne faut pas se dire « Ah non, ce n'est pas pour moi ». Ça n'existe pas, les trucs qui ne sont pas pour soi. Ça n'existe pas. Tout est atteignable. J'ai fait Normal Sup. Quand je suis rentré à Normal Sup, j'ai fait Normal Sup en biologie d'ailleurs, donc je suis devenu économiste après. Donc ça veut dire aussi que quand j'ai passé le bac et même quand j'ai passé le concours de Normal Sup, je ne savais pas ce que je voulais. La preuve, c'est que j'ai changé de voie après. S'il se trompait, on peut changer de voie, on peut se réorienter, tout est possible. Quand je suis rentré à Normal Sup en bio, j'ai fait une prépa, j'ai passé un concours, il y avait 7 places au concours pour toute la France. Je suis rentré, bon... Donc ça veut dire que c'est possible. Il faut toujours avoir des ambitions et puis il faut se dire, voilà, je vais bosser pour y arriver, mais je peux y arriver. Évidemment, on ne gagne pas à tous les coups. Je ne dis pas que tout le monde va toujours tout réussir. Il y a une association là, dans laquelle je travaille qui s'appelle du Béarn aux grandes écoles, qui est une association d'étudiants de grandes écoles qui viennent du Béarn, donc comme le nom l'indique, et qui sont maintenant dans des grandes écoles parisiennes, à Sciences Po, ou à Polytechnique ou ailleurs, qui du coup vont dans les lycées, aident, conseillent, etc., les lycéens, pour les encourager à choisir des parcours ambitieux. Ils ont créé des bourses aussi. Il faut faire surtout des choses qu'on a envie de faire. Parce que le secret pour réussir dans n'importe quelle profession, c'est aimer ce qu'on fait. Se donner les moyens de passer des diplômes élevés, c'est aussi se donner les moyens ensuite d'accéder à la vie qu'on veut. Voilà. Et avoir de la liberté dans les choix. Ça, c'est super important. Merci. Merci.